Bonjour à tous, dans cette vidéo je continue le travail sur la corotte de G60. Je vais essayer de trouver la panne, de la chercher. Bon, ça sera peut-être pas dans cette vidéo, mais en tout cas je m'y rapproche, je répare certaines choses et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air si ça vous plaît, de me laisser des commentaires pour m'encourager ou même me donner des conseils. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas louper la suite. Et puis moi, je vous laisse dans la vidéo. Bon, pour commencer cette vidéo, encore une erreur d'un ancien propriétaire. Bon, ça, je commence plus à être très surpris des erreurs qui ont été faites sur ce moteur. Dans une ancienne vidéo, je vous avais parlé de la durite que j'avais rachetée, celle-ci, qui n'était pas la bonne lorsque j'avais démonté, qui était celle-ci. J'avais remarqué ça parce que la référence est gravée dessus, je ne me rappelle plus à quel endroit, mais bref, un endroit où elle est gravée dessus, et j'avais remarqué que ce n'était pas la référence de la durite qui devait être ici. Dans la vidéo précédente, il y a quelqu'un qui a remarqué que cette durite n'était pas celle qui devait être ici. Donc en fait, moi je ne le savais pas parce que c'est mon premier moteur G60, j'en savais pas vraiment à ce point-là. Et en fait, je me suis posé la question de savoir si la durite qui était ici n'avait pas été inversée avec celle-là. Du coup, c'est le cas. Donc d'un côté, tant mieux pour moi parce que j'ai la bonne durite. Donc c'est cette durite qui va ici, comme on peut voir elle est un petit peu plus coudée, et en plus elle a la protection pour le passage du câble d'accélérateur, ce qui semble logique une fois qu'on le sait, mais vu que je ne le savais pas et que moi j'avais bien repéré les durites que j'avais démontées, d'ailleurs il y a encore le manchon qui se trouvait ici lors du démontage, donc en fait on peut dire que j'ai acheté cette durite pour rien, bon pas vraiment pour rien parce que quand je vois que la durite a été usée ici à cause de l'accélérateur. Du coup, celle-ci, je vais la remplacer par celle qui devrait être. Et puis celle-ci, je vais la mettre de côté en pièce de rechange au cas où. Mais bon, dans tous les cas, c'est pas vraiment pour rien. Je vais remplacer cette durite. Ça ne créait pas de panne. Ça ne risquait pas grand-chose, mis à part qu'elle puisse se démanchonner un jour ou l'autre, étant donné qu'elle n'a pas la bonne forme. C'est un petit détail, mais bon, ça compte aussi et ça prouve que la mécanique sur cette voiture a vraiment été faite à l'arrache auparavant. Voilà, le changement de cette durite d'admission c'est fait. Pour information, sur l'ancienne durite, la référence elle est ici, 828A, donc c'est bien celle qui correspond à ici. Bon, en plus qu'elle était abîmée au niveau de l'accélérateur ici, elle était aussi un peu craquée à d'autres endroits, abîmée ici aussi, donc c'est vrai qu'elle était quand même un peu usée. On va dire que l'autre je ne l'ai pas acheté pour rien, parce qu'elle est quand même en meilleur état. Et pour celle-ci, la référence elle est ici, on la voit voilà ici. Bon bref, c'était pour l'anecdote. Maintenant qu'on est ici, je vais aussi vous parler des durites de refroidissement. Alors j'avais un souci de surpression, mais aléatoire, c'est-à-dire qu'il ne se passait pas tout le temps. Je ne suis pas encore sûr d'avoir trouvé le problème, mais en tout cas j'ai vu qu'il y avait ce système. Je l'avais vu au remontage, donc en fait c'est un système un peu spécifique. Je le démontrerai un peu plus tard dans la vidéo. J'ai commandé des durites de refroidissement, c'est celles qui vont jusqu'au radiateur, donc celle du dessus et celle du dessous. Les deux ont été coupées et modifiées pour ajouter une pièce. Je vous montrerai ça un petit peu plus en détail par la suite de la vidéo, mais apparemment c'est quelque chose qui crée pas mal de soucis aussi. Donc j'aurai l'occasion de vous en reparler quand je changerai les durites de refroidissement. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé ce que c'était que ce tuyau avec cette vis qui a été condamnée pour le moment. En fait, c'est l'emplacement de ce capteur, donc c'est le capteur de pression d'essence, ça va de l'autre côté de la rampe, qui est branché bien sûr avec cette prise, bon, qui était débranchée provisoirement. Pourquoi je l'ai condamné? Parce qu'en fait, dans une ancienne vidéo, je l'ai montré, j'avais une fuite d'essence sur le capteur entre la partie métallique et la partie en plastique. En voulant changer ce capteur, bon déjà il est quasiment impossible à trouver en neuf, indisponible quasiment de partout. En essayant de le dévisser du support, j'ai cassé le support. Bon, vu que c'était pas ma journée, j'ai mis ça de côté, j'ai condamné en attendant. Depuis, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai racheté un autre. Alors le tuyau il est complètement cuit, mais au moins je pourrais récupérer quand même les colliers au cas où, je pourrais les mettre de côté, même si j'en ai déjà des pas mal. Je vais essayer de le monter, de le fixer à son emplacement, qui est juste ici sur cette patte, le rebrancher, pour essayer de voir déjà si celui-ci ne fuit pas. Et puis dans ce cas-là, ça sera peut-être réparé. Ce capteur, pour information, d'après ce qu'on m'a dit, ça sert uniquement pour la consommation au MFA sur le compteur. Donc pour le fonctionnement du moteur, normalement, il n'y avait aucun souci qu'il soit condamné en attendant. Mais c'est vrai que la consommation au compteur, ça peut paraître gadget, mais moi je trouve que c'est pas mal quand même, c'est sympa comme gadget. Donc je vais monter ce capteur et puis on regarde déjà s'il fuit. S'il fuit pas, ça sera une bonne nouvelle. Et puis plus tard, on verra au compteur si ça fonctionne bien. Bon voilà, pour le capteur de pression d'essence, c'est remonté, c'est rebranché, il n'y a pas de fuite, donc c'est super. J'ai dû redévisser le capteur du support pour le décaler, parce qu'avec le support ici du collecteur d'admission, ça touchait. Donc j'ai mis du téflon pour l'étanchéité, bon c'est pas génial pour de l'essence, mais bon en tout cas ça fuit pas. Pour pouvoir orienter le capteur différemment, pour pouvoir le brancher sans que ça touche le support.
Ça, c'est fait. Ensuite, il y a d'autres personnes qui m'ont parlé des bougies noires. C'est vrai que la vidéo précédente était un peu longue. J'ai supprimé pas mal de choses que j'avais filmées. Sinon, la vidéo était beaucoup trop longue et après, vous la regardez pas entièrement de toute façon. Les bougies, du coup, il n'y a plus vraiment ce problème. Comme on peut voir, là, je l'ai démontée. Je ne l'ai pas brossée. Mais on peut voir qu'elle est déjà beaucoup plus propre. Donc, il n'y a plus ce problème de bougie noire. Alors, je ne sais pas pourquoi il y avait ça, mais en tout cas, ça a disparu. Donc, cette bougie, je vais la remonter. Je l'ai démontée pour vous montrer. Ensuite, il y a des personnes qui m'ont dit que j'avais mal vérifié le calage de mon allumage parce que je m'étais pris sur le cylindre numéro 4 qui est ici, le cylindre numéro 1 c'est celui-là. Alors oui, je me suis pris sur le cylindre numéro 4, mais en fait, bon déjà je l'ai fait parce qu'il fallait que je change le câble parce que ceux-ci sont trop blindés pour la lampe stroboscopique. C'est vrai que c'était plus simple pour moi de changer le petit câble plutôt que de changer le grand qui était emmêlé pour l'autre avec les autres fils. En fait, il n'y a aucune différence sur ce moteur. Parce qu'en fait, sur un 4 cylindres, en tout cas sur les 4 cylindres comme ça, le cylindre 1 et 4 ont le point mort au même moment, et le cylindre 2 et 3 ont le point mort au même moment. C'est-à-dire qu'en fait, l'étincelle est décalée d'un tour entre le cylindre 1 et le cylindre 4, mais de toute façon, l'étincelle c'est tellement rapide que de toute façon, l'étincelle se produit bien sur le repère à un tour de différence en fait. Donc bon, bien sûr, idéalement, il faut le faire sur le cylindre 1, comme ça on est certain. Mais là, la dernière fois, c'était juste une vérification. Et que ce soit pris sur le cylindre 1 ou sur le cylindre 4, sur ce moteur en tout cas, c'est exactement la même chose. Le repère se trouve vraiment au même endroit. Ensuite, il y a une personne qui s'appelle Diego, qui est tombé sur mes vidéos, qui m'a contacté, qui m'a gentiment proposé de m'envoyer un calculateur d'origine. Donc c'est un calculateur apparemment, selon lui, qui fonctionnait parfaitement, qui est d'origine. Alors peut-être qu'il a déjà été ouvert, mais dans tous les cas, c'est la puce d'origine à l'intérieur. La chance que j'ai, c'est que ça soit le même modèle que moi, l'étiquette violette, avec la même référence. Pour vous montrer, le mien, il est toujours bien en place. Donc bon, je suis vraiment pas sûr que ça soit un problème de calculateur. Mais dans tous les cas, grâce à Diego, je vais pouvoir être sûr que ça vient pas d'ici. Au moins, je pourrais tester un autre calculateur. Je pourrais aussi récupérer la puce d'origine. Bien avant ça, j'ai aussi Mathieu qui m'avait donné une poulie de compresseur d'origine. Et bon, bien sûr, il me manquera éventuellement cette durite d'origine pour supprimer le clapet anti-retour, mais je pourrais éventuellement remettre la voiture entièrement d'origine pour la vente, si l'acheteur le souhaite. Donc pour moi, je trouve que c'est un plus. En tout cas, j'avais pas de puce d'origine, donc je trouvais ça un petit peu dommage. En plus de ça, Diego, il m'a encore plus gentiment proposé une sourdine. Donc c'est des pièces qu'il m'a envoyées. Je suis super content parce que déjà, il y a les vis d'origine. Sur l'autre, j'avais pas les vis d'origine et puis elle est en super état. Bon, normalement, elle devrait pas fuir, mais c'est ce qu'on verra un petit peu plus tard sûrement dans la vidéo. Je pourrais remplacer la mienne que j'avais achetée où je m'étais un petit peu fait arnaquer, enfin un petit peu beaucoup même. Donc du coup, je suis assez content de ce côté-là. Merci encore à toi, Diego. Je l'ai dit déjà par message, mais je te le redis encore en vidéo. C'est vraiment gentil. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des personnes comme ça qui m'aident, parce que moi, c'est vrai que je roule pas sur l'or non plus. J'essaye de faire au mieux. Je fais pas ça non plus pour l'argent, même si j'espère ne pas en perdre lorsque je refais les voitures. Mais je fais surtout ça pour faire les choses correctement du début à la fin et ne pas faire les choses à moitié pour me remplir les poches une fois que je revends la voiture. Donc c'est parti, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais changer la sourdine, au moins ça sera fait. De toute façon, celle-ci elle est morte, je vous montrerai un petit peu plus quand elles seront démontées, je comparerai les deux à côté. Et puis ensuite, on essaiera éventuellement le calculateur, bon, sans démonter l'autre. De toute façon, il faudra que je redémonte l'autre parce que je l'avais remis provisoirement. J'avais des vis que je n'avais pas remis pour le refermer. Et puis ensuite, on verra ce que ça donne au niveau du changement. Il faut aussi que je m'occupe du branchement du solénoïde de démarreur qui est pas top. Il faut que je refasse un branchement. Et puis ensuite, on refera un démarrage et puis on verra éventuellement s'il y a toujours le problème. Et s'il y a toujours, je ferai des nouveaux tests que j'ai réfléchi entre-temps. Bon, je vais faire une comparaison rapide. J'ai nettoyé rapidement celle-ci, je vais la nettoyer encore un petit peu plus. Ça, c'est la nouvelle, ça, c'est celle qui avait dessus. Comme on peut voir, l'écrou prisonnier qui était là, bon, c'était mort. J'avais essayé de faire une réparation un petit peu avec la soudure plastique, donc c'est pour ça que c'est aussi moche, mais ça avait recassé. Du coup, ça tenait pas. Forcément, la pression s'échappait dans cette zone. S'il n'y a pas de vis entre celle-ci et celle-ci, ça fait quand même une grande surface où l'air peut s'échapper, donc forcément, ça devait s'écarter ici. Ça a fait sortir le joint torique, comme je vous avais montré. Donc du coup, celle-ci, elle est en super état. Les écrous prisonniers sont encore en super état. Il n'y a aucune fissure dans le plastique. Ça, c'est l'ancienne pièce. Donc la deuxième partie, comme on peut voir, c'était fissuré ici. Donc c'était pas en super état. Et en plus, voilà, ça fuyait de toute façon, comme vous avez pu le voir. Donc dans tous les cas, la nouvelle, elle n'a pas de fissure. Aucune fissure sur les 4 pièces, donc je suis assez content. Pareil, je l'ai nettoyé assez rapidement. Je vais remettre un petit coup. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter tout ça. Je verrai peut-être pas tout de suite s'il y a une fuite, mais en tout cas, je verrai avec le temps si le joint torique sort ou si vraiment la pression au manomètre est pas très bonne. Normalement, je devrais avoir environ 1 bar. Bon, je veux pas être trop optimiste, mais normalement, je devrais au moins avoir 1 bar avec cette poulie
qu'il y a sur le compresseur. Donc c'est parti, je vais remonter la nouvelle, je vais finir de nettoyer la sourdine, la nouvelle sourdine, je vais la remonter avec les vis d'origine en plus, c'est ça qui est bien parce que la dernière fois j'avais pas eu les vis. Et puis ensuite on passe au calculateur et puis on voit ce que ça donne quand pour redémarrer. Bon voilà, j'ai remonté la nouvelle sourdine, celle-ci ne fuit pas normalement. J'ai aussi refait le branchement du solénoïde de démarreur, j'ai remis un petit coup de clé aussi sur le positif du démarreur. Alors je sais pas si c'est ça qui déconnait, mais des fois j'avais le démarreur qui déconnait un petit peu. Pendant que je suis dans l'électricité, je vais commencer à brancher ça. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un boîtier pour vérifier les défauts. Ça vient du G60 Classic Club France, que j'ai commandé chez eux, donc ça m'a coûté 43 € livré. Donc je l'ai reçu assez rapidement, ça s'est fait assez rapidement. Ce qu'il faut faire, c'est brancher ce fil jaune là qui est dénudé, enfin en tout cas le faire passer dans la gaine, et ensuite il y a une cosse qui est fournie à l'intérieur, le brancher sur le pin 20 du calculateur, et ensuite en servant d'un interrupteur, enfin c'est un système un petit peu, pas très compliqué, mais un petit peu, il faut le connaître quoi. Je vous en parlerai un petit peu plus après, je vais déjà brancher ce fil jaune, pardon, et ensuite je vous montre comment on fait pour lire les défauts, et ensuite je vous parlerai un petit peu de la liste de défauts, et on regardera les défauts qu'il y a dans mon calculateur. Bon, pour le branchement du boîtier, apparemment ça peut paraître logique pour eux, je pense qu'ils le vendent, mais ça l'est pas du tout parce qu'en fait on sait pas, il n'y a pas de notice pour le branchement. D'après mes recherches, il faut brancher le fil sur le pin 20, donc si on regarde bien ici, si je vous mets dans le bon sens, le 20 il est déjà pris par un fil jaune. Alors dans mon cas, je sais pas pourquoi je savais pas pourquoi il était pris par un fil jaune, pourquoi il y avait déjà un fil, parce qu'apparemment il y en a certains qui n'ont pas de fil à cet endroit-là. Donc en faisant des recherches de mon côté, puis en demandant à un pote qui est un petit peu dedans aussi, il m'a dit de regarder sous le levier de vitesse, donc je vais vous montrer. Donc voilà, j'ai démonté le plastique du levier de vitesse et en dessous on voit qu'il y a 3 prises. Donc il y a une prise, on va dire jaune-orange, une bleue et une noire. Sur la noire, j'ai mesuré bien sûr parce que j'en étais pas sûr. Sur la noire, j'ai le plus et le moins, donc j'ai 12 volts entre les deux bornes. Sur la jaune, j'ai qu'un seul fil qui arrive, qui vient devant, derrière c'est pas pris. Et ce fil jaune, du coup, j'ai mesuré la continuité, va jusqu'à la pin 20 du calculateur. Donc en fait, il y a déjà des prises diagnostiques, on va dire, qui sont installées sur ma voiture. Apparemment, c'est pas le cas sur toutes les G60. Alors je sais pas, c'est peut-être le cas sur toutes les Corrado, mais je sais que sur des Golf, certaines n'en ont pas. Et après, pour la prise bleue, je n'ai pas fait les mesures, mais j'imagine que ça doit être pour mesurer pour contrôler le calculateur ABS. Donc moi j'aurais pas besoin de la bleue, c'est dommage que le boîtier soit fait comme ça parce que ça me fait rajouter un câble ou remplacer le câble dans le calculateur, des petites pinces croco pour mettre sur la batterie, ça fonctionnera très bien j'en suis sûr, mais c'est dommage de ne pas avoir prévu des prises pour brancher directement là, ça aurait été encore plus simple, pas de modification et encore plus rapide. Bon c'est pas grave, je sais pas si je pourrais trouver des prises femelles, mais me faire chier à trouver des prises femelles pour brancher là, modifier le boîtier, je trouve ça un peu dommage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais débrancher la pin 20, enfin le fil jaune qu'il y a sur la pin 20 qui vient jusqu'à celui-là. Je vais pas le couper bien sûr, je vais juste le sortir. Je vais l'isoler avec du Chatterton je pense, et puis le laisser à l'intérieur de la prise au cas où plus tard on aurait besoin de le remettre. Et puis mettre le fil du boîtier à la place. Et puis ça fonctionnera comme ça pour le moment. Et puis je verrai par la suite si j'améliore tout ça en trouvant des prises femelles pour brancher ici. Bon, hier soir, j'ai essayé d'enlever ce fil jaune là, de le retirer comme je disais juste avant dans la vidéo avec ces outils. J'ai pas vraiment réussi, je commençais un petit peu à abîmer le fil jaune et puis finalement j'ai changé d'avis. Bon, j'ai laissé un peu ça de côté. J'avais envoyé un message à la personne qui m'a vendu le boîtier, ce boîtier là, pour lui demander si c'était normal que j'avais un fil jaune parce que bon, j'aurais quand même voulu avoir des informations en plus de payer un boîtier quand même assez cher pour ce que c'est. C'est juste un boîtier de plastique avec 3 fils. Du coup, ça m'embêtait un petit peu quand même de vraiment modifier à ce niveau-là. Donc je lui ai envoyé un message. Bon, on est 24 heures après, j'ai toujours pas eu de réponse. Apparemment, c'est trop compliqué d'envoyer un SMS, surtout quand on vient d'acheter, quand on vient de dépenser 43 € dans un boîtier en plastique. Bon, j'ai mon avis là-dessus. Après, vous en ferez ce que vous voulez. Ce que j'ai fait, c'est qu'hier, j'ai commandé un câble qui va de ODB2 au BD2 jusqu'à la prise de broche. Qui va sous le levier de vitesse que je vous ai montré hier. Normalement je devrais le recevoir demain. Je ferai sûrement la modification avec ce boîtier des fils pour pouvoir le brancher directement sous le levier de vitesse. Ça sera beaucoup plus propre pour cette voiture. Alors ça sera pas commun à toutes les Corrado, mais de toute façon je compte pas en faire 15. De toute façon je vais aussi essayer avec la prise directement au BD2. J'ai deux on va dire valises différentes, mais bon je m'attends pas à un miracle, mais plutôt que de modifier les fils avant d'essayer, j'en profiterai aussi pour essayer, je vous en parlerai. Donc pour le moment je laisse ce boîtier de côté, mais je vous en reparle un petit peu plus tard dans la vidéo, pour moi ça sera au moins demain.
Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé aussi un nouveau régulateur de pression d'essence, vu que il chutait, la pression chutait après. Alors c'est pas un modèle fait pour G60, tout simplement parce qu'un modèle Bosch, déjà ça coûte super cher, en plus c'est introuvable aujourd'hui. D'autres modèles sans marque, on ne sait pas ce qu'on commande, ça coûte plus de 100 euros. Donc là j'ai pris le risque de commander un modèle à peu près 60 euros, qui n'est pas forcément prévu pour G60, pour Corrado, en tout cas qui est écrit comme non compatible, et pourtant extérieurement, maintenant que je l'ai reçu, je le confirme encore plus qu'en photo, c'est exactement les mêmes. Donc ça me permettra de tester avec vous, je brancherai bien sûr le manomètre de pression d'essence pour voir si ça réagit exactement comme ça devrait. J'en ai profité pour les fétichistes pour acheter une sonde bleue en même temps, de toute façon ça coûte pas très cher, c'est juste que ça m'embêtait de commander juste pour ça. Je suis persuadé que la mienne n'est pas mauvaise, mais bon, au moins ça sera changé. Et puis pourquoi j'ai commandé la sonde bleue? Parce que je vais changer les deux durites de refroidissement qui vont jusqu'au radiateur de chauffage à l'intérieur. Pourquoi je vais les changer? Parce qu'en fait il y a un système qui a été monté ici avec une sorte de thermostat, on verra sûrement un petit peu mieux quand ça sera démonté. Apparemment c'est un système qui servait pour éviter la surpression ou je ne sais pas quoi. On m'a conseillé de changer ça, de le virer parce qu'apparemment ça pouvait créer des problèmes. Sachant qu'en plus moi j'ai de la surpression dans mon circuit de refroidissement, donc on verra en changeant ces durites si ça vient d'ici. J'en profiterai bien sûr pour refaire une purge normale. Donc c'est parti, je vais vidanger le liquide de refroidissement, enfin peut-être pas forcément entièrement, mais au moins pour pouvoir changer ces deux durites, pour pouvoir changer la sonde bleue. Je vais aussi l'inverser avec la sonde noire, parce qu'apparemment les fétichistes ils préfèrent qu'elle soit à l'arrière qu'à l'avant. Comme ça prouvera bien à tout le monde que ça n'a aucune incidence. Et puis bon, peut-être que c'est aussi une histoire de chance, peut-être qu'avec les sondes inversées ça marchera beaucoup mieux, on ne sait pas. Et puis ensuite, je referai la purge et puis je changerai aussi ce régulateur de pression d'essence et on fera des essais par rapport aux pressions d'essence, voir si ça tient mieux la pression et si c'est les bonnes pressions. Bon, c'est un 3 bars, hein, donc il n'y a pas de raison que ça soit mauvais, mais on verra ça au changement. Bon, j'ai retiré les deux durites qui vont jusqu'au radiateur de chauffage. Donc ici et ici, c'est les entrées. Enfin, ici c'est l'entrée, ici c'est la sortie du radiateur de chauffage. Comme on peut voir ici, il y a un système qui avait été rajouté. Alors c'est pas un système qui est d'origine sur Corrado, mais c'est pas un système non plus qui est bidon parce que j'ai vu qu'il y avait des références dessus. Comme on peut voir ici, il y a une référence qui commence par 191. 191 en général, c'est des pièces de golf, bon, qui peuvent être aussi sur d'autres voitures, mais à la base, c'est prévu pour golf. Alors, c'est sûrement un système qui devait exister sur d'autres modèles, mais pourquoi ça a été mis sur ma voiture, ça, je ne sais pas vraiment. Il y a 2-3 personnes qui m'ont conseillé de le virer parce que ça pouvait créer des problèmes. C'est sûrement peut-être même à cause de ça que j'avais de la surpression de temps en temps. Peut-être qu'il y avait encore de l'air qui était dedans, que c'était mal purgé. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre des durites d'origine, c'est de l'adaptable, mais qui sont prévus comme à l'origine. Donc en fait, pourquoi je change les durites? Parce qu'en fait, pour mettre ce système, les durites ont été coupées. Bon, ça se voit bien que ça a été modifié, parce que ça n'a pas été coupé non plus parfaitement. Il y a sûrement un morceau de durite qui a été supprimé ici, et ici, cette durite, normalement, devrait être raccordée avec celle-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer quand même les colliers d'origine pour pouvoir remettre sur le radiateur, remettre ces durites. Je vais aussi changer de place les deux sondes, remplacer la sonde bleue par une neuve, même si à mon avis il n'y avait pas de problème, mais bon au moins ça sera fait, vu que je l'ai acheté ça coûte pas grand chose. Et ensuite je refais la purge du système en espérant qu'il n'y ait plus de surpression à l'intérieur du circuit de refroidissement. Voilà, on voit pas grand chose, mais j'ai remplacé du coup les durites de refroidissement qui vont jusqu'au radiateur de chauffage. C'est une bonne galère à faire, surtout que bon, maintenant que c'est tout remonté, j'aurais pu en profiter de le faire si je l'avais vu avant. Bon, c'est pas grave, maintenant c'est fait, je me suis un peu fait chier 5 minutes, mais bon, c'est pas grave. Là, j'ai remis la sonde bleue, la nouvelle, j'ai renversé la sonde noire, je l'ai mis à l'arrière, comme la plupart des Corrado qu'on voit, pour les inquiets de la perfection d'origine. Bon, moi ça me dérange pas, il n'y a pas de souci, de toute façon j'avais purgé le refroidissement, ça m'a pris juste 2 minutes. J'en ai profité pour changer le joint torique de la sonde noire. La sonde bleue, forcément, elle est neuve, donc il y a une nouvelle sonde, on voit bien le bleu tout neuf là, l'ancienne elle est ici. J'ai changé de joint torique, de toute façon ça fuyait pas donc il n'y avait pas de souci, mais bon, maintenant que je le remplace, ça aurait suffi pour fuir. Maintenant je remets la durite en bas du radiateur et puis je refais la purge du liquide de refroidissement. Bon, c'est tout remonté, j'ai remis le liquide de refroidissement que j'avais récupéré en dessous. Bon, j'ai eu quelques pertes, donc il faudra sûrement que j'en rajoute, mais je ferai ça tout de suite après la purge, là il y en a assez pour commencer déjà. Je vais en profiter aussi pour changer le régulateur de pression d'essence. Du coup que je vais mettre. Normalement ça devrait être le bon, on va voir, suspense. Et puis en même temps je testerai aussi le calculateur avec la puce d'origine, donc je testerai tout en même temps. De toute façon c'est pas vraiment lié. Les problèmes moteurs ne vont pas être résolus grâce aux durites de refroidissement ou grâce au régulateur de pression d'essence, parce qu'on avait vérifié comme je vous avais montré. Je brancherai aussi le manomètre de pression d'essence et puis on vérifiera les trois choses en même temps. Enfin je ferai la purge, je regarderai la pression d'essence et puis on regardera s'il y a toujours le problème avec le calculateur de type origine.
Bon, j'ai démonté le régulateur d'origine, je vais pas traîner parce que ça coule un peu d'essence, j'ai pas envie d'en foutre partout, de risquer de prendre le feu. Donc celui-ci c'était un d'origine, Bosch, comme on peut voir c'est écrit, de toute façon je l'avais déjà démonté lorsque j'avais refait le moteur, j'avais rien vu d'apparent qui était abîmé, mais bon après c'est compliqué à voir, ben voilà, là je viens d'en foutre de partout, génial. Ce que j'ai vu c'est que c'est exactement les mêmes, malgré que celui-ci ne soit pas prévu pour Corrado. Je vous dirai un petit peu plus tard dans la vidéo si ça fonctionne, quel modèle c'est, si ça vous intéresse de le changer pour beaucoup moins cher que les autres qui sont à vendre, et pour un modèle de marque en plus. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais l'installer, et puis je branche le mano sur l'arrivée d'essence, je branche le nouveau calculateur, on démarre, et puis on regarde tout ça. Bon, je fais tourner le moteur comme ça, j'ai mis un tournevis ici, parce que sinon, au ralenti, il tenait plus à froid. Là, le calculateur, avec le deuxième calculateur d'origine qui est censé fonctionner parfaitement est monté, et ça m'a pas réglé le souci. La nouvelle sonde bleue est montée, ça m'a pas réglé le souci non plus. Bon, ça, je m'y attendais un peu. Je laisse chauffer pour faire au moins la purge du liquide de refroidissement pour pouvoir en avoir assez de ce côté-là. Au niveau de la pression d'essence, bon, j'ai essayé déjà parce qu'elle a calé entre temps, la pression tient bien, donc pour ça c'est mieux. Par contre en charge, bon là elle est un peu faible, 2,2 alors que normal devrait être, enfin 2,2, 2,3 alors que normal elle devrait être à 2,5, et en charge elle est plutôt vers 2,8 à la place de 3 bars. Alors je sais pas si ça influe vraiment, mais bon c'est pas génial. Avec l'autre régulateur Bosch d'origine, j'avais une meilleure pression, 2,5 et 3 bars. Bon, je suis pas sûr que ça influence tant que ça à ce niveau-là. Ce que je vais faire, comme j'ai dit, c'est que je finis la purge et puis on se reprend un petit peu après pour faire d'autres essais. Après en avoir bien foutu partout avec la purge, je me suis bien craqué. Bon, je sais pas pourquoi. Ça en foutait de partout, c'était un vrai geyser. Bon, j'ai fermé, j'ai laissé comme ça, on verra demain pour faire la pointe. Les durites sont pas molles, mais elles sont pas non plus très dures. Voilà, comme on voit, ça se met en route. Le ralenti à chaud est pas si mal, comme on peut voir. Bon, il oscille un petit peu, c'est pas top. Là, c'est l'ancien calculateur qui est branché, celui qui est avec la puce. Bon, voilà ce que ça fait des défauts comme ça. Des fois, ça va bien tourner pendant un quart d'heure, des fois, ça fait ses défauts. La différence que j'ai vue entre les deux calculateurs, je vais vous la montrer tout de suite, c'est que lorsque j'accélère et que je laisse retomber le moteur au ralenti, le ralenti reste en l'air pendant un moment et ensuite il réduit. Je vais vous montrer. Voilà, je pense que vous avez bien entendu, le ralenti est vers 1500-2000 tours et il redescend ensuite par la suite. Avec le calculateur d'origine, avec la puce d'origine, ça fait pas ça. Alors est-ce que c'est à cause du calculateur ou est-ce que c'est à cause de la puce? Je sais pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais rebrancher le calculateur d'origine et je vais vous refaire l'essai. Donc au niveau du ralenti avec le calculateur d'origine, c'est à peu près pareil, ça aussi. Est-ce que ça a à voir aussi avec le réglage de CO que j'ai pas pu faire malheureusement encore, que je ferai bien sûr par la suite, peut-être. En tous les cas, ça tourne à peu près rond. Et la différence que je vous disais, je vais vous la montrer tout de suite. Lorsque j'accélère, après, le ralenti redescend bien en place. Bon, c'était à moitié vrai cette fois-ci, mais en tout cas, vous avez vu que c'est quand même plus rapide à descendre en place avec le calculateur d'origine. Ah, ça l'a fait même caler, tellement que c'est une bonne voiture. C'est une très bonne voiture, c'est un très bon moteur. Le meilleur moteur que j'ai vu de ma vie. J'espère que vous en aurez un jour vous aussi. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le redémarrer encore une fois, parce que bon, c'est sûr qu'on fait tout le temps ça quand le moteur fonctionne comme il faut, on le redémarre sans cesse. Et puis, je vais faire de nouveaux tests, et puis je vous tiens au courant, là. Sinon, après, je vais rentrer chez moi, parce que là, je suis super content de ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, j'aimerais me reposer pour avoir encore une super journée demain. Bon, la vraie bonne nouvelle du jour, c'est que la pression de carburant tient largement assez une fois que j'ai éteint le moteur. Là, ça fait à peu près 30 secondes que j'ai éteint le moteur. On voit bien que ça bouge pas, que c'est à 2,2 bars. Donc, c'est la seule bonne nouvelle. Dans le fond, ça sert à rien d'avoir une pression qui reste après, parce que soi-disant que c'est pour un meilleur redémarrage à chaud, mais elle avait aucun souci de redémarrage à chaud. Pour information, j'avais dit que je devais vous le dire, c'est un Pierburg. Voici la référence exacte, ça se monte sans souci en lieu et place du régulateur d'origine, c'est exactement le même. Les seules différences, vous les avez vues, je vous les ai dit avant. Donc si ça vous intéresse, plutôt que de dépenser le double dans un régulateur sans marque, sans savoir ce qu'on va recevoir, voilà, là on sait que c'est de la marque, c'est Pierburg. Et ça coûte à peu près 65 €. En tout cas, moi c'est le prix que je l'ai acheté. Peut-être que vous arriverez à le trouver moins cher si vous en trouvez un. Là on est encore une minute plus tard et comme on peut voir,
la pression elle est toujours aussi bonne. Donc pas de souci de ce côté-là, ça fait au moins une chose de réparer. Là vous entendez, je sais pas, il y a la pompe à essence qui s'est mise en route. Alors elle s'est mise en route toute seule. Apparemment ça serait grâce au capteur qui est derrière là, qui détecte que c'est un peu trop chaud, donc ça envoie de l'essence pour refroidir. Apparemment c'est ce qui se dirait. Ça le faisait pas du tout avec l'autre calculateur, avec mon autre calculateur, c'est la première fois que j'entends ça, avec le calculateur d'origine. Donc à voir si c'est vraiment une bonne nouvelle ou pas. Mais dans tous les cas ça le faisait pas avec l'autre. Donc ça fait encore un deuxième élément qui change par rapport à l'ancien calculateur. Aujourd'hui j'ai reçu mon adaptateur au DB2 vers les prises de Corrado, blanche et noire. Donc en fait j'ai remarqué en parlant avec des collègues que ces trois prises c'est apparemment assez rare. En tout cas c'est vraiment pas commun à toutes les Corrado, toutes les Golf. Bon moi j'ai un coup de chance ou pas, je sais pas. Ces prises se branchent dessus, donc du coup la noire, la noire et la blanche sont pas indexées pareil. Donc c'est à dire que la noire peut pas se brancher ailleurs. Si je mets ici la branche, se branche ni sur le bleu ni sur le jaune. Par contre, elle se branche très bien sur le noir. C'est normal, faut pas se tromper parce que c'est l'alimentation. Et ensuite, la blanche peut se brancher soit sur le bleu, soit sur le jaune. Dans mon cas, parce que normalement, c'est une prise blanche et une prise noire. C'est pour vérifier le calculateur ABS. Donc moi, dans mon cas, je vais brancher sur la jaune. Et on voit, ça se branche bien. Si je veux vérifier l'ABS, mais bon, on verra ça peut-être dans une autre vidéo. Normalement, il n'y a pas de défaut parce que j'ai aussi le voyant ABS ici d'origine qui s'allume bien lorsque je mets le contact. Et qui s'éteint par la suite. Ça veut dire que normalement il n'y a pas de défaut. Mais ça on vérifiera dans une autre vidéo. J'ai essayé quand même avec une valise un peu toute marque que d'ailleurs on m'a envoyé il n'y a pas très longtemps. Je vous en parlerai peut-être dans une vidéo si ça vous intéresse. Bon, bien sûr ça n'a pas fonctionné, c'est une voiture de 89 donc forcément c'est pas forcément les voitures les plus adaptées à la valise diagnostic. J'ai aussi essayé avec la version de VCDS que j'ai failli pouvoir communiquer avec le calculateur ABS, ça m'a dit de couper le contact, de le remettre, bon malheureusement ça n'a pas marché. Avec la prise jaune ça n'a pas marché non plus, peut-être que je m'y suis mal pris mais bon j'ai pas non plus des heures et des heures à essayer là-dessus. Donc maintenant que j'ai fait mon essai, je sais que c'est vraiment pas tout à fait compatible avec ma voiture. Je vais pouvoir donc couper la prise OBD sans trop me soucier de l'avoir coupée malheureusement. Et puis je vais me raccorder au boîtier. Alors bon, je vous épargne bien sûr les branchements. Une fois que c'est tout fait, on se reprend et puis on essaye de faire le test pour voir les défauts avec le boîtier du Club G60 que j'ai reçu la dernière fois. Bon voilà, j'ai fait mon branchement avec mes câbles. Alors bon, je vous épargne tout ça, hein. J'ai mis de la gaine thermorétractable, tout ça. Maintenant ce que je fais, c'est que je branche le noir sur le noir. Le blanc sur le jaune. Alors après, moi j'ai branché comme ça. Mais pour le bleu, je sais pas comment je vais faire, mais je verrai. Là, je vous explique rapidement, hein, mais j'ai déjà fait, j'ai déjà noté les défauts. Je vous en parle tout de suite après. Donc là, la LED reste allumée. Je mets le contact. Et ensuite, je reste appuyé 4 secondes pour lancer les premiers défauts. 1, 2, 3, 4. Voilà, la LED va clignoter. Deux clignements, donc le premier chiffre 1, 2. Ensuite, 3 clignements, 1, 3, 23. 2 clignements, 1, 2. 2 clignements, 1, 2. Donc 23, 22. Ça, c'est le premier code défaut. Ensuite, pour passer au code défaut suivant, je rappuie encore 4 secondes et ainsi de suite. Je vais vous épargner tout ça. J'ai noté tous les codes. Je vais vous les dire tout de suite. Donc voici tous les codes que j'ai notés. Il y en a 8. Alors ça fait vraiment beaucoup, mais je vais vous en parler juste après. Juste pour information, donc le premier 23-22. Par exemple, celui-ci, je le trouve dans la liste. Là, c'est une liste que j'ai notée. 23-22, capteur de température d'air. Ensuite, 23-12. 23-12, ici, capteur de température de liquide de refroidissement, la sonde bleue. Ensuite, 22-22, capteur de pression de tubulure d'admission. 1-1-1, calculateur défectueux ou en mode de sécurité. Sachant que là, c'est le calculateur d'origine que j'ai reçu qui est censé fonctionner. Donc, c'est pour information. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? 23-41, mélange air essence hors tolérance. 42, sonde lambda. 21-21, il est où ? Il est ici. Interrupteur de marche à vide, alors ça je ne sais pas ce que c'est. 2142, pas de signal du capteur ClickTI 1. De toute façon il n'y a pas de capteur ClickTI 2, donc il ne peut pas apparaître. Donc tous ces défauts, ça me fait penser qu'il y a un problème commun, c'est-à-dire par exemple une mauvaise masse. Ça expliquerait pas mal de choses, donc les problèmes intermittents. Malheureusement cette vidéo est déjà bien assez longue, je ne vais pas pouvoir faire une recherche de panne au niveau des masses à ce niveau-là.
C'est peut-être même quelque chose que je ferai sans filmer. Je filmerai bien sûr une fois que j'aurai trouvé la panne, je vous expliquerai. Ça fera peut-être un peu court pour une vidéo, mais dans tous les cas, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Peut-être qu'on passera à la carrosserie prochainement. Là, comme on peut voir, j'ai attaqué le capot. Donc voilà, ça m'a permis de voir pas mal de défauts. Ça ne veut pas dire que toutes ces choses sont défectueuses, mais ça permet de s'orienter déjà d'un côté, et ça me permet de voir dans ce cas-là qu'il y a une masse certainement qui est très mauvaise, et donc qui permet une mauvaise information au niveau des calculateurs. C'est aussi pour ça que les deux calculateurs réagissent pareil, enfin à peu près pareil. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'effacer les défauts et de les revoir. Bon, je vais faire ça à caméra, et je vous tiens au courant juste après s'il y a une différence. Bon, ce que j'ai fait, j'ai effacé les défauts. Donc les défauts se sont bien effacés. J'ai remis le contact, enfin j'ai refait la procédure. Il n'y avait plus de défauts dans le calculateur. En tout cas, ça me fichait plus aucun défaut. J'ai démarré le moteur. Le moteur déconne encore un peu. Ça n'a rien changé vraiment au fonctionnement du moteur. Le ralenti tient une fois sur deux. Ça varie énormément. Au bout de 30 secondes, bon, le moteur a calé. J'ai essayé de redémarrer, il a redémarré, ainsi de suite. Enfin, le problème est toujours ici. J'ai essayé de refaire une lecture de défauts et les défauts ne réapparaissent plus. Alors il y a plusieurs raisons, je ne sais pas, j'ai pas encore fait de recherche, mais j'imagine que les défauts ne réapparaissent pas au bout de 10 secondes, il faut peut-être rouler un petit peu, je ne sais pas. Dans tous les cas, je pense que les défauts sont toujours là. Pour cette vidéo, je ne vais pas pouvoir faire la recherche de panne électrique, en tout cas si c'est ça la panne, mais je pense que ça pourrait être ça. Donc de ce côté, ça sera bon pour cette vidéo, enfin ça sera pas dans cette vidéo. Je voulais vous parler d'une dernière chose. Dans cette vidéo, j'ai dit que le capteur de pression d'essence, donc celui que j'ai remplacé qui se trouve juste ici derrière, là, ne servait uniquement à la consommation le calcul de consommation de carburant au MFA. Alors ça, c'est faux. Je me suis rendu compte hier en cherchant avec Mathieu, on a trouvé quelque chose sur le site Corrado. Je vous le mettrai en texte parce que je ne me rappelle plus du nom, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'infos sur ce site. Et du coup, j'ai trouvé qu'en fait, il y avait une chose qui pouvait se passer. Alors ici, de ce côté, il y a un thermocontacteur. Comme on peut voir, bon, le mien, il est mort. J'en ai commandé un nouveau. Je le changerai à l'occasion la prochaine fois. En fait, c'est juste la cosse qui s'est débranchée. En fait, ce thermocontacteur mesure la température ambiante ici. Et lorsqu'on coupe le moteur, la température ambiante est au-delà de 90 degrés et que la pression de carburant, donc mesurée par ce capteur, est de plus de 1,2 bar, les pompes à essence se mettent en route pour refroidir, pour faire circuler le carburant, pour refroidir un petit peu la zone. Et normalement, le ventilateur se met en route aussi. Dans mon cas, c'était une des premières fois que j'entendais les pompes à essence qui se mettaient en route lorsque j'éteignais le véhicule. Alors peut-être que ce thermocontacteur n'était pas bien branché, était en mauvais état, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose sur lequel je vais travailler la prochaine fois. Les pompes à essence se mettaient en route, mais pas le ventilateur. Donc peut-être encore une fois un problème de masse. Je sais aussi que mon démarreur des fois fonctionne très bien et des fois il déconne. C'est pour ça que je partirai sur un problème de masse. Bon, bien sûr, il y a aussi d'autres personnes qui m'en avaient parlé, mais ça, bien sûr, j'y avais aussi en tête. Ça me permet aussi de réfléchir à plusieurs choses en même temps, d'autres personnes qui me donnent des idées. Enfin bref, vous m'avez compris. Dans cette vidéo, ça sera un peu trop long, donc je pense que ça sera dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que ça commence à faire long un petit peu cette panne. Ça fait plusieurs vidéos que je travaille dessus. Moi le premier, ça me saoule un petit peu. Mais il faut que cette Corrado tourne à 100%. Je n'accepterai pas qu'elle tourne à moitié. C'est vraiment pas mon but. Moi, j'ai envie qu'elle tourne vraiment nickel, surtout après tout ce que j'ai fait dessus. Donc j'espère que vous aimez cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à laisser des commentaires aussi. Ça aide la vidéo à être vue par d'autres personnes. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas louper la suite. Et puis moi, en attendant, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!